Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne Les Supersensibles. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être en compagnie de Lucie Diez qui est avec nous depuis l'Espagne. Oui, Depuis, c'est juste un truc de dingue cette technologie. Donc bienvenue Lucie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. merci Carole de m'inviter. Je suis ravie d'avoir l'occasion de pouvoir échanger avec toi. Merci. Donc, moi, j'ai entendu parler de toi une première fois par une personne dont on ne sait pas trop bien qui c'est, mais qui m'a parlé de ce que tu faisais, de ton site Économie Intuitive, c'est juste. Hmm. Donc, je suis allée voir de quoi ça causait. Ça m'a vraiment beaucoup parlé. Tu parlais de haut potentiel, mais tu parles aussi de l'avènement, de comment le monde est en train un petit peu de tourner et comment tu accompagnes les gens pour pouvoir trouver leur juste place, leur mission. Bon, tu parleras certainement beaucoup mieux que moi de tout ça. Et tu as aussi une chaîne YouTube où tu as fait plein de super belles vidéos pour accompagner les personnes et en particulier les zèbres ou les personnes à haut potentiel. Donc, voilà, je suis très heureuse et je te passe le micro du coup pour que tu puisses te présenter avec tes mots, que tu puisses nous raconter un peu qui tu es, ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené là à faire cette chaîne, à faire ces vidéos. Génial, merci. Moi, c'est Lucie. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. J'habite en Espagne puisque je suis moitié française, moitié espagnole. C'est important ça dans mon identité. Je suis entrepreneur, je viens d'une famille d'entrepreneurs et aujourd'hui, mon activité principale, c'est coach de vie, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes en reconversion professionnelle dans leur parcours pour trouver leur mission de vie, donner du sens à leur travail et éventuellement créer leur entreprise, se mettre à leur compte, des choses comme ça. Et je ne le savais pas, mais déjà, je suis zèbre, je l'ai découvert à l'âge de 30 ans. Et sans le savoir, j'accompagnais en fait beaucoup de personnes comme moi qui étaient zèbres et qui elles-mêmes l'ignoraient aussi. Donc du coup, ça a été, l'année dernière, une espèce de grande révélation de comprendre tout ça. Et comment ça t'est tombé dessus? Comment tu l'as su? Alors, j'avais vu déjà passer le mot plusieurs fois, un peu sur YouTube. Moi, je suis une boulimique d'informations. Hein. J'avale toute l'info que je peux trouver depuis que j'ai Internet, et puis même bien avant. Et donc, je m'étais déjà identifiée avec le mot multipotentiel, avec la vidéo d'Emily Wapnick, qui, je pense, a réveillé pas mal de petits cerveaux. J'avais déjà vu passer le mot zèbre, mais bon, et le mot scanner aussi, mais je m'étais pas plus penchée que ça sur la question. Je pensais juste que c'était des synonymes, et puis voilà, une fois que j'avais compris multipotentiel, j'étais pas allée creuser beaucoup plus loin. Et puis, contrairement à la majorité des adultes zèbres qui se découvrent par leurs enfants, moi, c'est mes parents, du coup, qui m'ont parlé de la zébritude. Donc c'était il y a 1 an et demi. Mes parents me demandent est-ce que je connais les zèbres. Donc je dis oh oui, bon, le multipotentiel, c'est bon. Et puis ils insistent de façon un peu lourde et un peu louche. Je comprenais pas trop pourquoi pendant 3 jours ils continuent avec cette histoire de zèbres. Genre, ils savent très bien qu'il y a plein de sujets qui m'intéressent. Genre on pourrait parler d'autres choses ou bon. Donc il y avait vraiment un truc un peu bizarre. Et puis un jour, mon père m'explique un petit peu ce que c'est les zèbres. Et donc il utilise notamment le mot susceptible. Alors comme je ne suis pas susceptible, je n'ai pas retenu ça, n'est-ce pas? Enfin, bon, voilà. En décrivant, enfin il me dit que en voyant la description des zèbres, ça lui a fait penser à moi, à des sautes d'humeur, une susceptibilité, une sensibilité parfois, des choses comme ça. Et puis des gens qui sont très curieux, qui ont beaucoup de centres d'intérêt différents et qui ont un petit peu du mal à se stabiliser justement dans une carrière professionnelle parce qu'ils vont vachement en zigzag dans plein de projets en même temps. Et il me parle de haut potentiel. Et alors là, je lui dis oui, bon, haut potentiel, je vois très bien, j'en ai pas mal dans mon entourage et je lui cite quelques noms. Et on regarde comme ça, en mode, bon, elle comprend pas. Et il me dit, bon, on va voir des témoignages, genre, regarde, vraiment, renseigne-toi. Et donc là, je passe la nuit du 19 novembre 2017 à regarder des témoignages, voilà. Et
Et là, en fait, c'est une révélation. En fait, je vois des témoignages de vie, en particulier de femmes adultes, et là, je me rends compte qu'elle raconte toute ma vie, en fait. Et je me suis dit, si elles sont zèbres, moi, c'est obligé, je suis zèbre. En fait, on a les mêmes trucs qui débordent, qui machin, tout ça. Donc, bref. C'était un gros truc auquel je m'attendais pas. Voilà, comme tous les zèbres, au début, j'ai coché toutes les cases en disant, bon, j'ai tout ça, je suis très sensible, j'ai la synesthésie, c'est le fait de voir les chiffres en couleur, par exemple, ou le fait de voir l'année en cercle. Enfin, on a des façons comme ça de visualiser en interne certains trucs. Donc, je cochais les cases, j'étais là, mais non, mais je suis quand même pas surdouée. Hein. Enfin, bon, zèbre, oui, mais pas surdouée, bon, ouais. Finalement, on prend rendez-vous pour aller passer le test de QI avec mon père. Et donc, le test s'avère finalement positif. Je suis diagnostiquée au potentiel. Et ma mère me dit encore derrière, bon, tu es peut-être zèbre, mais t'es pas surdouée quand même. Je lui dis, en fait, en fait, c'est la même chose. Genre, on a un peu du mal à accepter ce mot qui est un espèce de mot gros mot parce qu'on imagine des petits Einstein, des petits génies, des gens qui réussissent à l'école, qui sautent des classes et tout ça. Et moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai fait une inhibition de l'intellect. Je me souviens très bien en 4e, après avoir subi un peu de harcèlement comme tous les zèbres à l'école. J'en avais marre de rendre les copies de maths pour les copines pendant les examens et tout ça, là, de les laisser copier sur mes copies. Et donc, j'avais dit à ma mère, c'est fini, je ne veux plus être l'intello de la classe. Et à partir de là, mes notes en maths ont chuté naturellement. Après, j'ai vraiment eu du mal avec tous les examens en maths. J'ai sorti un espèce de blocage et j'ai décidé de plus être intelligente, quoi. Et donc, c'est pour ça que du coup, le mot surdoué ne pouvait pas coller avec moi parce que j'ai redoublé à l'université à cause des matières scientifiques et tout ça, quoi. Donc voilà. Voilà. Ok, et du coup, aujourd'hui que tu en parles avec le sourire et la joie, j'imagine qu'il y a eu un sacré parcours de fait. Est-ce que comment tu as fait pour en être aujourd'hui, à pouvoir en parler sereinement Alors, je pense que déjà, le diagnostic est arrivé dans une phase de ma vie où j'avais déjà 15 ans de développement personnel derrière moi, lire des bouquins, suivre plein de thérapies, genre tester tous les thérapeutes que je pouvais. Donc, vraiment, cette habitude à travailler sur moi et à découvrir à chaque fois des nouveaux coins de ma personnalité et du coup remettre tout en question. Donc, c'est un espèce d'exercice que j'étais assez habituée à faire. Il est venu avec bienveillance dans une famille dans laquelle je suis très contente d'être née parce qu'ils ont vraiment une très grande ouverture d'esprit et on peut parler de toutes ces choses-là. Donc j'ai pu parler avec mes parents et mes sœurs de cet ouragan qui traversait ma tête au moment où j'ai découvert ça. Donc pouvoir en parler, c'était vraiment très important. Et puis les quelques zèbres, notamment l'ami de mon père, qui nous avait mis sur la voie, avec qui j'ai pu avoir des conversations téléphoniques et qui m'a aidé à comprendre en fait, même si a priori on était des personnes très très différentes, en fait, j'ai compris par téléphone que on avait un fonctionnement atypique mais qui se ressemblait. Et donc, toutes ces conversations, ces échanges verbaux et tout ça, ça m'a vraiment aidé à intégrer l'information. Bon, encore aujourd'hui, hein, des fois, je dis à mon copain, non mais t'imagines, il y a un an, je n'étais pas surdouée. Enfin, franchement, j'ai encore un peu du mal à gérer le truc. c'est pas une étiquette hyper facile à porter. Mais comment dire voilà, bon, je sais pas. Pour moi, la parole, c'est vraiment libératoire de pouvoir échanger. Quand j'ai publié aussi mes 30 vidéos sur les zèbres, donc j'ai fait une série de 30 vidéos pour mes 30 ans, comme j'ai découvert à 30 ans que j'étais zèbre, voilà, c'était un petit cadeau que je me suis fait finalement et que j'ai fait aussi par la même occasion sur YouTube à tous les autres zèbres qui peuvent regarder ça. Du coup, j'ai reçu plein de messages, j'ai plein de gens qui m'ont appelé par téléphone, j'ai rencontré plein de zèbres à travers en fait tout ce projet de vidéo. Et ça aussi, en fait, à chaque fois de voir le monde qu'il y avait à l'intérieur de chaque personne et tout ça, ça m'a aidé à soigner et remettre en place pas mal de choses.
Pourquoi j'utilise le mot zèbre? Parce que je trouve qu'il est plus facile à adopter au départ et à assumer que le mot surdoué dans lequel personne ne se reconnaît. Et pourquoi je trouve que c'est important qu'on ait un mot et une étiquette. Hein, les gens, en général, ils essaient de fuir les étiquettes, je veux pas avoir une étiquette, etc. Mais moi, genre d'avoir enfin un mot pour décrire ce qui se passait dans ma vie, je trouve ça hyper libératoire. Et en fait, ça permet enfin de comprendre en fait que dans ma vie, depuis ma naissance, il y avait plein de trucs qui clochaient, où moi j'avais vraiment ce sentiment profond d'être quelqu'un de différent, pas à ma place, ou plein de choses comme ça. Et en fait, rien de visible ne pouvait démontrer que j'étais différente. Je suis pas handicapée, je suis pas aveugle, j'ai bien deux mains, j'ai deux yeux, un nez, une bouche. Je ressemble à mes sœurs, je suis née dans une famille normale. Donc qu'est-ce qui me permettait de penser que j'étais quelqu'un d'anormal? Et voilà. Donc ça, c'était une source de souffrance en fait, que de pas comprendre ça et de pas se sentir vu tel qu'on est. D'accord, merci. Et alors, j'ai une question. Donc, tu disais que dans les petites cases que tu cochais par rapport aux différents aspects, dans cette phase de prédiagnostic, il y avait cette partie de sensibilité où tu t'es dit, oui, bon, ok, sensibilité. Et juste avant de démarrer l'interview, tu me disais, bon, l'hypersensibilité, le mot hypersensibilité, ça n'a pas été super évident. Et est-ce que tu serais d'accord de partager avec nous ton rapport avec ce mot hypersensibilité ou avec ce que ça recouvre? Comment c'est pour toi, cette dimension hypersensible? Alors, a priori, comme ça, on va dire au début de l'âge adulte, je me reconnaissais pas du tout dans le mot hypersensible. Juste, pardon, je t'interromps pour comprendre, tu mettais quoi derrière le mot hypersensible? Je pense que je m'étais jamais vraiment posé la question, mais j'avais pas l'impression d'être plus sensible que quelqu'un d'autre d'un point de vue pleurer devant des films ou bon, j'ai l'exemple aussi de ma sœur qui a un odorat très très développé et ma mère aussi, donc j'ai pas un odorat plus développé qu'elle. Enfin, des choses comme ça, je me sentais pas particulièrement sensible. Et je pense que aussi par ma culture espagnole, etc. Bon, j'associe peut-être la sensibilité aux chochottes et aux gens un peu délicats. Et donc je pense que j'ai entendu ce genre de phrase quand j'étais petite de c'est bon, fais pas ta chochotte ou arrête de regarder ton nombril ou des choses comme ça, où mes émotions n'étaient peut-être pas tout le temps les bienvenues. Mais bon, c'est pas un traumatisme non plus, quoi. Ça va, mais bon, oui, j'associe un peu, on va dire, cette sensibilité à ça. Et moi, j'ai plus l'impression d'être quelqu'un qui a quand même une forte tolérance à la douleur, une forte tolérance. J'arrive à supporter les choses longtemps, quoi, à prendre sur moi. Et j'opposais ça avec l'hypersensibilité, quoi. Genre, il y a les gens sensibles qui supportent rien, comme ma grand-mère qui supportait pas les yaourts parce que c'était trop acide. Et moi, je supporte tout, quoi. Tu peux me donner n'importe quoi à manger, mon corps il va supporter, donc je suis pas sensible. Enfin, il y avait un peu aussi un côté comme ça. Plus tard dans ma vie professionnelle, donc j'ai un collègue qui a été diagnostiqué HP et qui pourrait essayer de nous en parler, etc. Un jour, il vient et il nous dit je suis hypersensible. Là, je fais franchement, toi, hypersensible. Enfin, je comprenais pas trop le truc. Donc, on regarde sur un site internet 15 critères des hypersensibles. Et on regarde, on était 3 dans la pièce et les 3 ont coché toutes les cases. Bon, à mon avis, les 3 on était zèbres, mais on pouvait pas trop le savoir. Donc, j'ai un peu décrédibilisé son truc d'hypersensibilité parce que je pouvais pas m'identifier moi-même à l'hypersensibilité. Je prenais pas trop ce truc-là au sérieux, en fait. Et puis c'est après, avec le diagnostic zèbre, que du coup vient naturellement le diagnostic de l'hypersensibilité. Et donc, voilà, il a fallu quelque part que ça vienne de l'extérieur par un truc un peu logique, cartésien et tangible pour qu'on me dise, voilà, en fait, t'es hypersensible. Et du coup, là, ça fait partie de tout le film en fait, qui se déroule dans notre tête, où on revisite toute notre vie.
Et ben, j'ai revu en fait tous les moments où moi je suis sensible et en fait les gens ne sont pas sensibles comme ça. Donc par exemple quand je marche dans la rue, moi je prétends que les gens quand je suis à 20 cm derrière eux, ils sentent ma présence dans leur aura et qu'ils se mettent de côté pour me laisser passer. Et en fait les gens ne sentent pas quand je rentre dans leur aura, ils ne sentent pas mon aura. Donc il y a une espèce de rapport à l'espace vital qui est différent. Parce que moi, si quelqu'un met sa main à 20 cm, à 50 cm de moi, je vais sentir sa présence. Donc ça, je pense que c'est un style d'hypersensibilité que tout le monde n'a pas. Et en fait, c'était des causes d'énervement de ma part, parce que j'étais là, ils comprennent pas, mais ils le voient pas, mais ils font exprès. Et en fait, c'est juste pas qu'ils font pas exprès, c'est juste qu'ils ont les capteurs un petit peu moins développés, moins sensibles que moi. D'accord, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est comme si tu explorais d'autres dimensions de la sensibilité qui dépassent la dimension des sens, l'odorat, etc., la vue ou la digestion ou autre, et qui vont un petit peu plus loin, et que ça a été d'autant plus validé par ce test qui était scientifique, on va dire. Ouais, complètement. Et au fur et à mesure de mes recherches enfin voilà, quand j'ai exploré un peu ma sensibilité, j'ai fait un graphique, je pourrais peut-être te le filer, où j'ai référencé 4 types de sensibilité. Mm-hmm. Donc il y a la sensibilité envers les autres et envers moi-même. Donc, vers l'extérieur, il y a la sensibilité au niveau des émotions vers l'extérieur, donc ça va être l'empathie. Donc ça, c'était quelque chose que j'essayais déjà de travailler parce que je me rendais bien compte que j'étais un peu éponge et que, en fonction de l'ambiance de la pièce, je vais tout absorber, mais que j'étais aussi capable de diffuser des bonnes ou des mauvaises énergies dans une pièce et que ça avait beaucoup d'impact aussi, dans les deux sens, quoi. Mais que du coup, pour pas diffuser de la mauvaise humeur, il fallait vraiment que je fasse tout un travail sur moi, de me protéger de la mauvaise humeur des autres, etc. Donc ça, c'est tout le côté empathique que je travaille beaucoup avec mes clients qui veulent devenir thérapeutes, puisqu'en général, ce sont des personnes très sensibles qui ont tout ce côté empathique et c'est bien joli de vouloir aider les autres et d'avoir cette sensibilité aux autres. Mais il faut d'abord faire le travail sur soi, quoi. C'est le côté négatif de cette sensibilité-là. Ensuite, une autre sensibilité vers l'extérieur, c'est celle des 5 sens. Donc ça, c'est les hyperesthésie. Hyperesthésie. Et donc ça, je l'ai découvert, je te disais, dans ma famille, il y en a certains qui sont très sensibles au niveau de l'odorat, d'autres très sensibles au niveau du goût. Moi, j'ai remarqué que c'est au niveau de la lumière, par exemple, je vais à des cours de cirque et quand je jongle, je me rends compte que si je suis en face de l'ampoule, de la lumière, du projecteur, je vais pas être capable de jongler. Donc à chaque fois, je vais demander à mon collègue de pouvoir changer de place pour pouvoir jongler de dos à la lumière. Et je vois que les autres, ça les gêne pas autant que moi. Donc il y a ce genre de choses-là. Et puis il y a certaines personnes aussi qui sont très sensibles au niveau du toucher. Donc certains qui... et ça m'arrive parfois aussi, et qui supportent pas qu'on leur frôle la peau en fonction des jours où on n'est pas capable de prendre sur nous. Où il y en a, par exemple, toujours dans les cours de cirque, en fait, quand on est en train d'essayer d'apprendre à faire une posture, nous, on met les mains pour essayer qu'ils tombent pas, mais si jamais on les touche, les hypersensibles, ça les perturbe encore plus, parce que ça fait genre trop d'informations à gérer. Et déjà qu'ils essaient de comprendre où est-ce qu'il faut qu'ils mettent leur pied droit ou leur main gauche, si en plus je leur touche sur le dos, genre ça fait trop de trucs, quoi. Donc voilà, donc ça c'est l'hyperesthésie. Tu veux que je continue sur le petit... Oui, c'est passionnant. Après, il y a l'hyperémotivité, donc ça c'est par rapport à mes émotions, mais en interne. Et donc ça c'est le côté, dès qu'il y a une démonstration d'amour dans un film, je fonds en pleurs, des trucs comme ça, des fois qui peuvent sembler vraiment très, très bêtes. Voilà, ouais. Ah, je pense aux films, les films d'horreur et tout ça, quand il y a du sang, mais ça, je pense que c'est un genre, je sais pas si c'est de l'empathie ou de... J'arrive pas trop à savoir, mais j'ai beau savoir que c'est du ketchup dans les films, ça me fait mal physiquement, je le ressens en fait, et donc je suis incapable de regarder les films d'horreur, quoi.
Et donc là aussi, comprendre que je suis hypersensible, ça m'a permis d'accepter qu'il y a certaines personnes qui tolèrent les films d'horreur et que eux, ça leur fait pas mal. Mais moi, je peux pas, quoi. Voilà. Et finalement, la dernière hypersensibilité que j'ai découvert avec la zébritude, c'est la synesthésie. Alors moi, j'étais persuadée que tout le monde était synesthète. En fait, il semblerait qu'on soit que 7% de la population. Et qu'il y a une majorité de femmes qui sont synesthètes et que ça se transmet en général génétiquement par le côté de la mère. Alors bon, j'ai cherché du côté de ma généalogie féminine, enfin du côté de ma mère, j'ai pas de cousin synesthète a priori, mais bon, voilà. En tout cas, j'ai posé la question. Donc la synesthésie, c'est quoi? C'est le fait de synchroniser plusieurs sens. Et ça se passe à l'intérieur de notre tête. Et voilà, on fait des associations en fait. Donc celle qui est la plus connue, c'est celle de voir les chiffres en couleur ou les mots en couleur. Donc par exemple, si je vous demande de quelle couleur est le mot mardi, si vous voyez une couleur apparaître, pour moi c'est rouge le mardi. Le mercredi c'est bleu, le 2 c'est rouge et le 4 est bleu. Enfin bon voilà, il y a plein de choses. L'avocat, ce serait du 69. Le drapeau de la France, c'est 145. Enfin bon, voilà. Je fais des associations comme ça qui n'ont aucun intérêt, à part peut-être m'aider à mieux mémoriser des suites de chiffres ou des mots. Par exemple, je me souviens que lui, il avait un prénom bleu-gris, mais je ne sais plus très bien lequel dans ma palette des prénoms bleu-gris c'est. Par exemple, Alfred et Albert, ça serait la même couleur vert foncé, quoi, dans ma tête. Donc ça peut aider, mais des fois ça peut porter à confusion aussi. Bon. Et c'est passionnant de voir aussi toutes les formes de synesthésie qui existent. Je crois qu'il y en a 60 ou 70 qui sont référencées. Donc j'ai une amie qui voit une image d'une situation particulière à chaque fois qu'elle a un orgasme, par exemple, et donc elle m'a décrit cette situation où c'est un peu comme elle m'a décrit ça comme les pieds d'une armée de Romains avec les sandales là, enfin voilà. C'est ça qu'elle voit à chaque fois. Donc c'est pour un même stimuli, on a toujours la même réaction en interne. Moi, tu peux me dire 2, je vais toujours voir rouge. Tu peux comment dire tu peux me dire juillet, je vais toujours voir en haut à droite parce que pareil l'année, donc je le vois en cercle, enfin en ellipse autour de moi et moi je suis toujours positionnée sur mon mois de naissance et ça c'est quelque chose qui est très commun à beaucoup de synesthètes. Qui se voient positionnés sur leur mois de naissance. Donc après, on peut faire des liens avec l'astrologie, peut-être, je sais pas. Mais j'ai l'impression que ça ressemble un peu à une histoire de ciel de naissance, tu vois, un truc comme ça. Ensuite, une autre synesthésie aussi qui est très courante, c'est celle de voir les chiffres et les lettres aussi de l'alphabet en chemin. Et donc, c'est souvent un chemin vers la droite. Et ma sœur m'a dit qu'elle allait voir un chemin vers la gauche. Alors, bon, comme elle a d'autres trucs neuroatypiques que moi, donc il est possible qu'il y ait une espèce de réverbération, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai le 0, il est comme ça. Ensuite, je monte tout droit entre le 1 et le 9. Le 10, il fait angle. Au 20, j'ai un autre virage. Comme ça, à chaque dizaine, j'ai un virage. Et puis après, à 100, j'ai un gros virage. Et à 1000, j'ai un autre gros virage, comme ça. Et donc pareil, si on me donne des chiffres ou quoi, par exemple ma note à l'examen du TOEFL, moi je le visualise, je sais que je suis entre le 700 et 900, je sais plus trop exactement où, mais genre je vois un peu dans quelle région ça se trouve dans les chiffres. Excellent. C'est génial, je trouve ça passionnant. Ouais. D'accord. C'est génial la synesthésie, mais on nous a jamais dit que les autres l'étaient pas, quoi. Ben oui. C'est dingue. Mais oui, et du coup, ça crée une forme de confusion parce que quand il y a cette croyance que tout le monde fonctionne pareil, il y a une espèce d'incompréhension quand ça passe pas, quand l'information passe pas. Carrément. Oui. Ouais, ça a même été un choc, quoi. Moi, quand je demande aux gens comment ils voient les chiffres, ils me disent en noir et blanc, je suis là, mais que c'est triste. Mais pourquoi? D'accord, excellent.
Et alors, dans ton site, j'ai aussi donc découvert que tu as toute une réflexion par rapport aux nouveaux métiers et à comment la société est en train de tourner un peu, si je peux parler comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais. Alors, il y a une phrase de mon papa que j'aime beaucoup et qui me guide depuis que je suis toute petite. Il nous a toujours dit qu'il était très fort probable que quand on serait adulte, on ferait des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Hein, il disait ça, j'avais 8 ans. Et en effet, sortie d'école de commerce, le premier métier que j'ai fait, c'est revendeur Google. Donc Google n'existait pas quand j'avais 8 ans. Et aujourd'hui, mon métier, c'est coach de vie. Et pareil, c'est un métier qui est très nouveau. Et donc, il avait raison. Et donc, les métiers, en effet, évoluent beaucoup. Ils évoluent très vite et le monde évolue très vite, notamment donc, avec l'arrivée de l'informatique, puis du digital, du web et tout ça. L'information circule beaucoup plus vite. On est capable de collaborer pour une interview alors qu'on n'est même pas dans le même pays. Voilà, tout va beaucoup plus vite et du coup, ça donne une nouvelle donne. Enfin, ça, comment on dit, mais ça remélange les cartes. Mhm. Et donc, les règles du jeu ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc, moi, j'ai toujours beaucoup aimé les conseils de mon grand-père, les conseils de vie. Mon grand-père, c'est quelqu'un de très sage, etc. Mais je voyais bien que ces conseils de vie, qui étaient l'aboutissement de 80 ans de réflexion, ils étaient bien gentils, mais en fait, à l'ère du digital, papy, t'es un peu largué. Donc, je peux plus vraiment utiliser les choses telles quelles et il faut que je redéfinisse mes propres règles avec ma génération et ma société qui en fait n'est plus du tout la même qu'à l'époque du franquisme où tu venais sur ton petit mulet vendre des, des boîtes de conserve. On n'est plus du tout dans la même époque, quoi. Je me suis perdue. Quelle est ta question? Ma question, c'est comment cet avènement de ce nouveau monde et ces nouveaux métiers, comment tu les envisages et comment tu accompagnes ça? Parce que je sais aussi que ça fait partie de ce que tu amènes. C'est pas facile comme question. Alors, je pense que ce qui est important, c'est donc pour être conscient de ces nouvelles règles du jeu, c'est d'être ouvert, en fait, de capter les signaux faibles. Et donc ça, c'est quelque chose que les hypersensibles et les zèbres sont très à même de faire. Ils le font naturellement, en fait. De capter des tendances, de sentir et d'être même visionnaire, en fait, de sentir à l'avance comment ça va finir cette histoire, quoi. Donc, quelque part, d'avoir un peu un quart d'heure d'avance. Donc, on retrouve beaucoup de zèbres et d'hypersensibles dans les métiers du web, qui sont des métiers justement très nouveaux, dans les métiers du conseil aussi en stratégie d'entreprise, parce que voilà, justement, ils captent en fait tous ces trucs-là. Comment les accompagner? Après, c'est par l'expérience là du développement personnel. On a plein d'outils pour accompagner les personnes en reconversion, donc à faire leur bilan de compétences et des choses comme ça, et se poser les bonnes questions aussi. La question du pourquoi, ce qui est une question qui nous tient beaucoup à cœur à nous les zèbres. Et ça aide beaucoup à donner du sens en fait au travail et à voilà, faire un métier en fait qui nous parle, qui nous motive, qui nous donne envie de nous lever le matin et tout ça. Donc dans les personnes que j'accompagne, il y en a pas mal qui sont soit en crise de sens parce qu'ils n'ont plus de sens dans leur travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est là, c'est très à la mode, on peut dire surtout dans l'élite parisienne qui travaille à la Défense pour pas faire de clichés. Ils arrivent à 30 ans et en fait, je suis passée par là aussi, hein, et tout d'un coup, c'est soit dépression parce qu'en fait, on a épuisé toutes nos ressources physiologiques pour un travail auquel on s'est dédié à 100% et en fait, on n'a pas construit une vie perso à côté. Soit c'est un burn-out, soit c'est une crise de sens, soit c'est le bore-out aussi qui peut arriver beaucoup aux multipotentiels et zèbres parce que on est des personnes très curieuses et parfois on nous met sur des postes
ou nous-mêmes, on va postuler dans des entreprises, qui nous donnent un travail très répétitif, où grosso modo, ce qu'on nous demande, c'est de faire des copier-coller sur un PowerPoint et faire des photocopies, alors qu'on a vachement de potentiel à l'intérieur de nous et il n'est pas exploité. Et ça, en fait, ça nous tue à l'intérieur. En fait, c'est un petit feu qui s'éteint. Donc, tout ce travail en fait de conseil en reconversion professionnelle, c'est d'essayer de capter justement dans laquelle de ces situations on se trouve et qu'est-ce que je peux faire, soit pour me stimuler plus, soit pour me stimuler moins, sur quels aspects, comment trouver cet équilibre de vie et me concentrer sur une activité qui fait sens. Et après, ce que je remarque la plupart du temps, c'est que les personnes qui veulent faire une reconversion professionnelle, en général, elles ont envie de genre tout mettre à la poubelle, je recommence tout à zéro et puis je pars élever des chaises dans le Larzac. Super bonne idée. Sauf que en fait, c'est dommage parce que en général, il y a 90% de ton histoire qui est intéressante et que tu peux garder et recycler, réinterpréter différemment. Donc, ne repars pas, sauf cas exceptionnel, mais en général, je vais pas conseiller de repartir vraiment à zéro, mais plutôt de construire sur une expérience qu'on a déjà, simplement en modifiant quelques aspects, quoi. Oui, donc c'est ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais suivre cet élan, mais y aller piano piano en construisant quelque part. C'est ça. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que pour aussi l'avoir testé pour vous, je ne sais pas si toi aussi je l'as fait, c'était pas des chèvres, c'était pas le Larzac, mais pas loin. C'était un peu ça. Et y a un côté qui peut faire vachement du bien, hein, de faire aussi table rase à un moment donné et de dire mais merde à tout et vraiment tout recommencer. Et en même temps, ça peut être effectivement très violent parce qu'il y a comme une ablation de soi, de son histoire, une négation de tout ce chemin parcouru. Donc moi, ça me touche beaucoup quand tu évoques ça et ça donne comme une permission de se dire ok, on peut ne pas être bien à un instant T, à un moment donné, avec ce qu'on vit, etc. Il y a probablement beaucoup de changements ou un certain nombre de changements à faire, mais il y a les mollos, quoi, où y aller en conscience pour ne pas se détruire derrière, parce que sinon ça fait un peu régime, les régimes, comme ça, c'est des et qu'après effet yo-yo, ça fait comme ça. Et ça peut être dur. Moi, je sais pas, j'imagine que tu as dû côtoyer déjà ça, des gens qui ont quand même fait ce saut et que après c'est pas évident de se relever d'un saut trop périlleux. Ouais. Moi, j'ai fait ça quand j'ai quitté mon CDI. C'était genre, il y avait un espèce de ras-le-bol général, donc j'ai genre tout mis de côté. À l'époque, j'étais commerciale en informatique, donc avec les outils Google. Donc tous mes outils Google, genre j'ai pas touché pendant un an. Je voulais même plus entendre parler de Google Hangout pour faire des visioconférences. Genre pendant un an, j'ai même pas fait de visioconférence, alors qu'avant je passais ma journée dessus, et aujourd'hui je passe à nouveau ma journée dessus. Mais j'ai eu genre besoin de faire une espèce de césure, de sevrage sur ces outils-là. Parce que j'étais arrivée à un trop ras-le-bol parce que moi, je faisais du Google pendant ma journée de travail. Donc je ne travaillais pas que 35 heures, un peu plus, mais je faisais aussi soirée week-end. Donc c'était genre 24 heures sur 24, j'étais en train de faire du Google, expliquer Google à des amis, à mes parents, bon, bref. Et donc j'ai tout arrêté d'un coup, pour après me rendre compte en fait qu'en tant que coach de vie qui travaille sur Internet, Google c'est un outil génial et donc je suis revenue sur ces outils, je me les suis réappropriés à ma façon et je continue à les utiliser et maintenant à expliquer à mes clients comment ça marche, quoi. C'est dommage de devoir tout recommencer alors qu'on a des outils qui sont performants, on a une expérience qui est hyper intéressante. Donc ouais. Et du coup, ce qui est intéressant aussi dans les choses que tu proposes, j'imagine qu'il y en a plein, mais j'ai été touchée par le fait que tu proposes ou tu animes des espaces où les personnes qui sont zèbres, qui ont été diagnostiquées ou pas forcément, ça peut être des autodiagnostiqués. Voilà, en fait même ces ateliers zèbres, donc j'en organise au moins un par mois. En présentiel ou c'est en visioconférence parce que c'est là que je me sens le plus chez moi dans la visioconférence. J'anime aussi de temps en temps des stages en présentiel, mais
La visio, c'est tellement pratique. Ça permet de pouvoir être en contact avec des personnes qui habitent pas nécessairement dans notre ville. Et comme j'ai rarement habité à Paris et que beaucoup de choses se passent à Paris, quand on habite au fin fond des Landes ou des Pyrénées ou de l'Andalousie, c'est quand même chouette de pouvoir être en contact avec des gens qui sont comme nous, qui nous ressemblent sur certains aspects. Voilà, et pas être obligé de prendre un avion pour aller à leur rencontre. Donc la visioconférence, ça permet ça. Ça permet aussi de se sentir chez soi. La plupart des gens, ils sont dans leur canapé tranquillou, avec une petite tisane. Donc il y a un aspect très cocooning aussi pour ceux qui osent pas trop parfois aller dans un bar, rencontrer des gens, voilà. Et je propose ces cercles de parole. Donc c'est des ateliers zèbres, mais j'appelle ça comme ça. C'est en fait des cercles de parole, donc où je donne la parole aux gens, puisque moi j'ai quasiment tout dit. Il en restera encore beaucoup à dire, mais j'ai quand même dit beaucoup de choses sur mon histoire personnelle par rapport aux zèbres sur ma chaîne YouTube. Mais je trouve que chaque personne que j'ai rencontrée avec qui j'ai parlé du sujet a des histoires et des témoignages absolument fascinants à partager. Alors après, que tout le monde n'ait pas envie de créer une chaîne YouTube, je le comprends, je sais le travail que ça représente et la difficulté que c'est de recevoir des commentaires aussi sur YouTube. Donc, je demande pas à tout le monde de partager publiquement son témoignage, mais du coup, j'ai envie de donner cette opportunité à des gens qui ont des témoignages passionnants à partager et qui ont des questions existentielles aussi, et avec lesquelles ils s'en sortent pas parce qu'ils se font des nœuds dans la tête tout seuls dans leur coin. Voilà, je leur donne un lieu où ils peuvent venir discuter, échanger, rencontrer d'autres personnes comme eux. Donc chaque soirée, il y a une thématique un petit peu particulière. Donc par exemple, hier, la thématique, c'était quel est ton rapport au travail, mais ça peut être une autre thématique sur comment est-ce que tu abordes la spiritualité, ou une autre thématique, ça serait en quoi consiste le test de QI, qui permet donc d'être diagnostiqué. Et donc, en effet, les gens qui viennent sont soit des zèbres qui ont déjà passé le test, ou qui l'ont peut-être passé il y a 30 ans, mais qui sont en train de comprendre seulement aujourd'hui ce que ça veut dire. Ça peut être des personnes qui se reconnaissent dans le témoignage, mais qui ne savent pas. Donc, en général, ils me disent « Non, mais j'ose pas, tant que je n'ai pas passé le test, je ne peux pas venir. » Je dis « Non, mais on s'en fiche. Moi, vraiment, je n'ai pas besoin d'avoir un test de QI pour pouvoir parler avec toi. » C'est déjà... Enfin, ce qui est juste important pour venir, c'est de venir dans la bienveillance, quoi, et dans l'ouverture d'esprit. Et puis, ça peut être aussi des parents de zèbres, des conjoints de zèbres, j'ai même des collègues formateurs qui viennent parfois aux ateliers parce que dans les personnes qu'ils accompagnent, il y a beaucoup de zèbres, donc c'est important de pouvoir discuter avec eux en fait pour mieux les comprendre aussi. Donc on n'est pas obligé d'être zèbre et de se reconnaître dans la description pour venir. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Est-ce que c'est sur un site, sur une page Facebook? Comment on peut s'inscrire à ces... Alors le lien d'inscription, il se trouve sur mon site internet économieintuitive.com, et il y a un petit onglet événements, et là il y a un lien vers les ateliers zèbres, et il faut réserver une place. Voilà, donc j'ai proposé différents tarifs. Je propose même à ceux qui n'ont pas les moyens financiers de pouvoir participer, parce que je veux pas que ce soit un frein. Mais bon, ça coûte quand même de l'argent d'organiser ces événements. Donc voilà, je propose en fonction du porte-monnaie de chacun. Et voilà, donc il faut réserver sa place, simplement parce qu'en fait, l'atelier dure 2 heures. Et on est tous très bavards, on a tous beaucoup de choses à dire. Donc, pour cadrer un petit peu l'échange et que tout le monde arrive à s'exprimer, je suis obligée de limiter ça à des petits groupes. Si on était 20 dans une session, on n'aurait pas le temps en fait d'exprimer clairement le fond de notre pensée, et c'est si important pour nous. Voilà. D'accord. Donc, c'est des groupes d'environ combien de gens, juste? Ça peut aller de 5 à 10 maximum, mais voilà, j'essaie de ne pas faire de plus que 10 parce que... Oui, qu'il puisse y avoir cette écoute et ce temps de parole. Ouais, un échange qualitatif, ouais. Je comprends. D'accord. Et alors, juste un peu pour terminer, est-ce que... Alors, si tu avais un message à donner aux personnes, surtout, je pense, parce que
alors, c'est évidemment mon point de vue, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on a eu un diagnostic ou que quelqu'un de l'extérieur qualifié nous a dit toi, tu es ça. Bon, ça, on peut enfin chercher des réponses parce qu'on a ce nom-là, cette étiquette. Mais je pense aussi à ces personnes-là qui souffrent en silence et qui savent pas trop qu'est-ce qui se passe avec eux, qui ont des doutes, qui se questionnent, que se passe, se dire qu'ils peuvent être potentiellement ou potentiellement hypersensibles. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire à ces gens-là qui, par un hasard merveilleux, seraient en train de regarder cette vidéo à cet instant précis? Ça serait quoi le message que tu aimerais leur dire? Moi, j'ai envie de dire à ces personnes de s'écouter et de vraiment laisser de la place à la petite voix qui est à l'intérieur. Parce qu'on peut avoir cette tendance à avoir le volume des gens à l'extérieur qui est beaucoup plus haut que le volume de nous-mêmes à l'intérieur. Donc, c'est un peu genre baisser le volume de l'extérieur et remonter le volume de l'intérieur. C'est un exercice qui est vraiment pas facile, mais qui nous apporte tellement. C'est pas parce qu'on pense différemment des autres ou qu'on ressent différemment des personnes qui nous entourent qu'on a tort. Peut-être qu'on a raison, en fait, et que personne l'a vu. Il y a un mouvement qui s'appelle les crapauds fous. On a un peu comme ça des crapauds fous. Les crapauds fous, c'est ceux qui, au lieu de traverser sur la route, sur l'autoroute comme tout le monde, c'est ceux qui vont passer par-dessous, par une espèce de tunnel sous la route, et qui, par leur comportement marginal, vont en fait réussir à sauver l'espèce, parce que sinon tous les autres crapauds qui passent sur la route, ils se font tous écraser. Donc c'est dommage. Et donc on a besoin en fait de gens neuroatypiques. Donc ça peut être surdoué, ça peut être déficient mentaux, c'est pareil en fait, on s'en fiche, mais c'est juste des personnes qui sont en marge de la norme, donc tout ce qui est aussi dyslexique, troubles du déficit de l'attention, etc. Toutes ces personnes qui pensent différemment de la norme, ils sont hyper importants parce qu'ils ont peut-être des solutions que les autres n'ont pas vues, parce que tout le monde genre va dans le même truc, et donc c'est on peut avoir tendance à vouloir que les autres donnent du crédit à notre idée, mais nous-mêmes, on ne donne pas de crédit à cette idée. Donc, en fait, c'est d'abord commencer par ça. Je donne du crédit à mon idée. Je m'écoute. Je baisse un peu le volume des autres, parce qu'en fait, les autres, ils parlent de leur réalité, mais en fait, moi, ma réalité, elle est un peu différente. Donc, je vais parler de ma réalité, je vais me concentrer sur ma réalité, j'augmente le volume. Donc, moi, je fais des trucs un peu tout bêtes, comme genre, des fois, me balader dans la rue avec des boules qui est. Ça me permet de baisser vraiment le volume des autres autour de moi et d'augmenter le volume des battements de mon cœur, de ma respiration et de mes pas sur le goudron. Et c'est un exercice tout bête, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Et dans Économie intuitive, le nom de mon blog, il y a vraiment ce côté intuitif où dans l'intuition, c'est cette petite voix en fait qu'on n'écoute pas parce qu'elle parle plus doucement que les gens qui crient autour de nous. Et du coup, on entend plus les autres qui crient autour de nous et on ne prend pas trop le temps d'écouter cette petite voix à l'intérieur. Donc, c'est l'écouter donc au quotidien pour est-ce que je mange une fraise ou une banane aujourd'hui, c'est l'écouter pour est-ce que ce travail-là et cette mission professionnelle fait sens pour moi, qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur de moi, ou si jamais j'ai une vision un peu différente de la société, c'est l'écouter aussi et pas non plus pas suivre la société juste parce que tout le monde fait A. Moi si j'ai envie de faire B, il faut que je suive ça, quoi. Et donc voilà, c'est faire ça. Donc ça, c'est un conseil facile à faire. Après, pour ceux qui en ont besoin, aller passer un diagnostic, ça peut aider à comprendre ça, à comprendre qu'on est différent et qu'en fait, ça peut valoir le coup de s'écouter soi-même, quoi. Comme une autorisation. D'accord. Ah, mais merci beaucoup, Lucie, c'est vraiment génial. Donc, je rappelle le nom de ton site, économieintuitive.com, où tu proposes non seulement des accompagnements en coaching de vie, mais aussi ces ateliers pour donner la parole aux personnes au potentiel et également cette vision du monde que tu portes. Et j'imagine que tu as des articles, un blog, si j'ai bien compris. Oui. Je publie beaucoup d'articles sur plein de sujets autour de la reconversion professionnelle, du haut potentiel et des tendances aussi de la société
Donc, comment aller vers une société qui fait plus sens. Après, il y a tous les sujets de la collapsologie aussi qui passionnent beaucoup de Zalo en ce moment. Donc, plein de ressources. Oui. Et aussi ta chaîne YouTube qui s'appelle, rappelle-nous. Lucie Diaz, c'est mon Voilà, c'est pas compliqué. Comme ça, on le retient. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Et merci à vous d'avoir aussi passé ce temps avec Lucie et moi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, merci. Au revoir. Merci Carole, à bientôt.